Des fois, il y a un élément dans le règlement qui nous permet d'avoir mieux. Par exemple, il nous manque quelques cases de stationnement. Je n'ai pas le droit de les mettre en cour avant, devant le bâtiment, parce que je suis dans du multirésidentiel. Le fait d'ajouter un petit local commercial, alors oui, c'est autre chose. Il va falloir gérer cette rentabilité différemment, mais me permet d'être conforme de ce côté-là. Donc, des fois, ça va faire accélérer la demande de projet. Donc, le fait de regarder l'ensemble du règlement va me permettre de comprendre comment ça fonctionne pour essayer de trouver les petites twists qui n'en sont pas réellement parce que je suis le règlement, mais qui vont permettre aux promoteurs, aux développeurs d'avoir le projet de ses rêves. Bonjour à tous, ici Sophia Méliani, courtier immobilier de chez PMML. Aujourd'hui, pour notre prochain épisode pour Tout terrain, donc on reçoit Margot Bardot, qui est une professionnelle de l'urbanisme qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Margot. Bonjour Sophia, ça va bien? Ça va super bien, merci d'être avec nous, puis on est très content de te recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Bon, bien, ça me fait grand plaisir aussi de te recevoir. Margot, avant qu'on puisse commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, puis ce que beaucoup de nos internautes attendent, de connaître un peu les processus de développement, comment on travaille avec un urbaniste et surtout comment l'urbanisme accompagne les développeurs, les constructeurs, mais aussi les investisseurs dans les projets. Avant tout, on veut savoir, Margot Bardot. Donc, c'est une universitaire qui a fréquenté les bancs universitaires de l'UQAM. C'est une personne qui a plus de 10 ans d'expérience aujourd'hui dans son domaine et aussi qui a aussi parcouru un petit peu d'autres domaines. Tu as un bagage en arrière de toi. Oui. Puis, on aimerait savoir avant, qui est Margot Bardot? Alors, Margot Bardot est une petite Française de mon beau petit accent au Québec. J'ai immigré au Canada il y a 11 ans maintenant. Et puis, bon, initialement, c'était pour un échange universitaire dans l'urbanisme parce que j'avais enfin trouvé ma vocation. Mais avant ça, ça a été long. Il faut savoir qu'au Québec, c'est assez évident dans le sens qu'il y a des programmes universitaires en urbanisme, donc on sait que le métier existe et on est confronté à ces gens-là assez régulièrement. En Europe, c'est un petit peu dissimulé dans le sens qu'il faut passer par de l'architecture ou de l'environnement pour arriver en deuxième année à une spécification en urbanisme, etc., etc. Et j'ai toujours pensé que je voulais être architecte, toujours. Depuis très très longtemps. Et j'ai passé les concours pour rentrer en école d'architecture en France. Et je suis sortie du concours et j'ai dit, mais c'est pas du tout ça que je veux faire en fait. Et je ne savais pas mettre un mot sur justement l'urbanisme pour m'orienter d'un point de vue de mes études. Donc j'ai fini dans l'université poubelle qu'on appelle en France, c'est la fac de sport. On fait beaucoup de sport, on étudie le corps humain, etc. Je ne savais pas où aller. Et puis, par chance, j'ai eu une très bonne conseillère d'orientation, si on veut, mais côté universitaire, donc un petit peu plus, un niveau un petit peu plus important, mettons, que ceux qu'on voit dans des études précédentes, qui m'a dit, en fait, je pense que ce que tu veux faire, c'est urbanisme, mais tu pourrais faire une formation courte de 2 ans qui te permettrait de faire à peu près ce métier-là, etc. Donc, elle m'explique un petit peu, mais elle m'explique pas tant la branche urbaniste qu'elle se dit, bon, elle veut un diplôme, elle veut exercer, il faut que je lui trouve quelque chose de court. OK. Elle me dit, inscris-toi là. Parfait, je m'inscris, c'est un DUT, qu'on appelle ça. Et elle me dit, par contre, je te préviens, s'il n'y a pas assez d'inscrits, il n'ouvre pas. Il ouvre que s'il y a assez d'inscrits. Margot Bardot, dans la vie, c'est une fille qui n'a pas nécessairement de la malchance, mais qui n'a pas de chance non plus. Évidemment, ça n'a pas ouvert. Donc, je me suis retrouvée et elle m'avait dit, tu t'inscris absolument en licence de géographie. Moi, je me disais, mais je ne veux pas faire prof d'histoire géo, c'est l'enfer. Je ne veux pas faire ça de ma vie. Et ça ouvre pas le choix. Je suis inscrite à l'université, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je vais à mon premier cours. Et là, on nous présente ce que ça va être nos 3 ans d'université. Qu'est-ce qu'on va étudier, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Donc, il y avait tout le volet environnemental. Il y avait le volet, tout ce qui est aménagement de terrain. Donc, ça, c'est plus au niveau des MRC, donc des aménagements de grande envergure où on ne va pas venir localiser précisément des terrains. Et il y avait tout le côté urbanistique. Et les 3 me passionnent, je trouve ça extrêmement intéressant. Je faisais de la climatologie, l'étude des nuages, des trucs complètement, pas qui sont inutiles aujourd'hui, parce que quand on fait des plans de paysagement, c'est bien de connaître les vents dominants, etc., etc. Mais des trucs que je ne pensais pas que ça pouvait m'intéresser ou quoi que ce soit. Je suis une personne très curieuse, donc si on m'apprend des choses en général, je suis quand même toujours alerte et présente. Et puis, ça en a débouché à ma 2e année en urbanisme et ma 3e en échange universitaire à l'UQAM
pour finir mon bac. Et ensuite de ça, ma maîtrise, comme j'aimais les Québécois, un Québécois et le reste du Québec. J'ai décidé de faire ma maîtrise ici en étudiant régulier, en design de l'environnement, toujours à l'UQAM. Mais c'est une très, très belle histoire. Tu vois ce que j'entends, Margot, en arrière de tout ça? J'entends de la détermination et j'entends de la curiosité. Oui. Puis ça, c'est une qualité qui est très importante en tant qu'urbaniste, je pense, parce que pour pouvoir accompagner des développeurs et accompagner des constructeurs dans leurs projets, si on n'est pas en constante besoin de curiosité et qu'on est en constante évolution aussi, parce que les règlements qui sont dans différentes régions sont toujours appelés à changer. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important dans votre métier. Oui, exact. Totalement, c'est exactement ça, la détermination, parce que les processus sont longs. N'importe quel développeur aujourd'hui va dire « Pourquoi c'est si long? Avant, ça allait plus vite. » Ouais. Ben, c'est ça. Tout se complexifie aussi avec le temps, la bureaucratie qui est en arrière de tout ça, etc. Mais c'est aussi pour s'assurer d'une homogénéité. C'est pas pour embêter le commun des mortels. Donc, il faut bien comprendre que les gens à qui on s'adresse à la ville dans les services d'urbanisme ne sont pas là pour nous haïr, ne pas aimer notre projet, nous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont vraiment là pour faire appliquer un règlement qui leur est dicté. C'est leur travail à eux. Et puis, réussir à avoir une homogénéité du tissu urbain qui est intéressante. Alors, quand on parle d'homogénéité, on voit des hauteurs toutes identiques. Ce n'est pas nécessairement ça l'homogénéité, c'est aussi de déterminer des pôles d'action où on va avoir des places plus commerciales, plus résidentielles, pour que l'ensemble crée un tout. Exactement. Exactement. Une mixité, puis qu'on puisse avoir aussi assez d'espace pour pouvoir avoir les services de proximité dans un secteur qui se développe. Exactement. Moi, ce que j'aimerais savoir, Margot, en tant que professionnelle de l'urbanisme, qu'est-ce que tu penses des développeurs quand ils commencent leur projet? Est-ce que tu penses qu'ils devraient intégrer l'urbanisme dès le début ou à un moment où est-ce qu'ils ont déjà étudié certains paramètres de leur développement? Tu sais, moi, je suis urbaniste, j'ai un projet, je dois développer un terrain, j'ai rien fait dessus, je n'ai aucune chose dessus à part la superficie, sa grille d'usage et sa grille de zonage. À quel moment l'urbaniste penses-tu qu'il devrait être intégré dans le développement? Ça va dépendre surtout de l'envergure du projet. Quand on parle d'un petit projet qui va respecter la grille de zonage qui lui est fournie au moment de l'achat, on ne va pas trop tomber dans des complexités. Ça dépend et de l'envergure et de la localisation. Localisation, hein, c'est ça en termes de courtier. Ben, c'est un peu pareil en urbanisme, dans le sens que si on est dans des villes de grande envergure, comme par exemple, on va nommer Montréal parce qu'on est à Montréal, mais les procédures, la bureaucratie qui est en arrière de ça est plus lourde qu'ailleurs et le nombre de demandes est beaucoup plus élevé. Donc oui, il y a un peu plus d'employés qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'entend, mais ça reste qu'ils sont débordés. Donc il va y avoir de l'attente, il va y avoir de la frustration parce qu'on n'arrive pas à obtenir les réponses en temps et en heure quand on les veut. Donc bon, il y a un petit peu tout ça. Donc si c'est un projet entièrement conforme, mais qui est dans une ville un petit peu plus complexe, là, l'utilité d'avoir un urbaniste pour qu'il serve plus de négociateur, traducteur, pour avoir le même dialogue à la ville, parce que la ville, la personne à qui on parle, a fait des études en urbanisme, travaille en urbanisme, fait appliquer un règlement d'urbanisme. Donc si elle parle à un développeur qui dit « Oui, mais c'est que moi, ma due diligence a fini bientôt », il n'en a absolument rien à faire. Lui, il doit faire son travail en temps, en heure. C'est sûr et certain. Donc, d'avoir quelqu'un qui est là en urbanisme et qui vient ramener les réalités aussi du promoteur. Donc, on vient faire un genre de médiateur, si on veut, entre les deux, pour faire en sorte que tout le monde comprenne les enjeux de l'autre et que ça avance un peu plus vite et que ça décoince des situations. Si on est dans des régions plus rurales, si on veut, un projet conforme avec un arpenteur et un architecte, ça va très bien faire le travail de petite envergure. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un urbaniste. Souvent, on va faire appel à lui le plus tôt possible dans le processus quand on sait qu'on veut déroger à la réglementation, qu'on sait qu'on veut avoir une densification qui est plus importante que celle qui est autorisée, qu'on sait qu'on veut monter des étages de plus, qu'on sait qu'on veut des cases de stationnement en moins. Bref, à chaque fois qu'on veut un petit truc de plus qui nous embête pour atteindre la rentabilité parfaite espérée sur le terrain, plus vite l'urbaniste est rentré dans le processus, mieux c'est. Parce que de notre côté, chez Projection Urba, là, on travaille vraiment en amont avec le développeur, donc connaître bien ses intentions. Parce que si j'ai exactement le même terrain,
deux approches différentes de développeurs. Un qui veut faire du petit logement pour étudiants, c'est du 2,5 ou du 3,5. Et un autre qui veut faire du logement pour famille. Même si j'ai le même terrain, je ne rentrerai pas le même nombre d'unités. C'est sûr. Ça va de soi. Donc là, il faut calculer la rentabilité en fonction de... Donc eux, ça c'est le travail de mes clients, des développeurs et des promoteurs. Moi, je ne calcule pas leur rentabilité. Mais par contre, en fonction des barèmes qu'ils vont nous donner, on va concevoir un plan de conception avant qu'un arpenteur passe, donc exactement comme un plan d'arpenteur. Globalement, une fois que nous, on a fini, on envoie notre DWG à l'arpenteur. Il enlève tous nos arbres et toutes nos petites choses sexy, les tables à pique-nique. Votre fameux fichier qu'on ne peut pas ouvrir, nous, les courtiers. Oui, vous pouvez, mais il faut juste acheter le logiciel qui va avec. C'est juste ça. Mais oui, exact, c'est celui-là même. On lui envoie, il enlève ses petits trucs, il met son cartouche, il revérifie nos choses parce qu'on se contre-valide entre professionnels. C'est totalement normal. C'est pas un manque de confiance, c'est juste pour être sûr que ce qu'on dépose est impeccable, point final, parce que si c'est pas impeccable, il y a du retard dans la demande. Donc ça, c'est très important. Et au final, l'arpenteur va reprendre ce qu'on a fait. Donc nous, on est capable de venir calibrer. On a aussi des normes, évidemment, du code de la construction. On se prend pas pour des architectes, on fait pas de plan de construction du tout. Mais on est capable de dire, dans tant de superficie, avec des espaces communs ou des entrées individuelles, je vais être capable de rentrer tant de logements d'à peu près tant de pieds carrés pour que le client puisse dire « OK, go, j'y vais, je continue, j'avance » ou « Non, on arrête là ». Donc, très rapidement, nous, dans le processus, en fait, les clients, la plupart du temps, nous appellent quand ils sont en processus d'achat, qu'ils n'ont pas encore acheté le terrain, pour valider si ce qu'ils avaient calculé rapidement d'un point de vue mathématique, en regardant le lot, les dimensions, pourrait fonctionner. Et nous, on vient leur confirmer si ça fonctionne ou pas. Si jamais c'est un projet qui est non conforme, évidemment, je vais leur dire, techniquement, oui, ça rentre, mais je ne suis pas conforme à la réglementation. Donc là, nous, ce qu'on va faire en deuxième volet, c'est qu'on va envoyer notre plan à la ville pour un avis préliminaire. Fait que là, c'est l'urbaniste qui va nous donner son avis. Ce n'est pas le CCU ou le conseil de ville qui, eux, sont décisionnels au moment où on dépose une réelle demande. Sauf que cette personne-là va être capable de nous dire, parce qu'elle connaît ses membres du CCU, elle sait quels autres projets sont passés puis quels autres ne sont pas passés. Des fois, c'est une histoire de couleur de briques, là. On s'entend que... C'est sûr que dans des situations comme ça, des fois, c'est vraiment à une virgule près. Exact. Et c'est pour ça que je pense, tu en parlais il y a quelques secondes, où est-ce que tu parlais du fait que quand c'est un petit projet, quand on est dans un milieu rural, un petit peu dans les troisièmes couronnes, à l'extérieur, en région, comme on dit, oui. Donc, dans ces coins-là, c'est pas nécessairement important d'intégrer un urbaniste quand c'est un petit projet. Exact. Dans certains cas, moi, je l'ai vu avec mes clients et j'ai vu pourquoi l'urbaniste était important d'être intégré en processus de promesse d'achat pendant la vérification diligente, parce que malgré que l'urbaniste en région n'est pas nécessairement très c'est pas, je dirais qu'il n'est pas très important, mais il n'est pas nécessaire quand on a un terrain zoné de plein droit et qu'on va faire un immeuble, je vous donne un exemple, de 8 logements, par exemple. Oui. Moi, j'ai déjà vu en transaction où est-ce que l'urbanisme, pendant la vérification diligente de l'acquisition de l'acheteur, a pu voir une option pour ajouter 7 unités additionnelles, ce qui faisait changer complètement la négociation transactionnelle. Ça veut dire que mon acheteur qui était en train d'acheter était en difficulté déjà au niveau de ses paramètres versus le coût du terrain versus le coût de sa construction. Il pensait pouvoir construire un 8 unités. Le vendeur aussi a toujours pensé pouvoir construire un 8 unités. Et on a fait appel à un urbanisme pendant la vérification diligente de l'acheteur. Puis finalement, l'urbanisme nous a trouvé 4 unités additionnelles. Il nous a dit, on va régler un problème, puis en essayant de régler un problème sur la conception du terrain, il a trouvé une façon de rajouter 4 unités, de l'optimiser. Ouais. Donc, moi, je pense que malgré que c'est un petit projet, on n'est pas obligé d'intégrer un urbanisme de renom le plus célèbre au Canada, mais je pense que chaque développeur, qu'importe la grosseur du projet, petit, moyen ou grand, l'importance d'un urbanisme vient aussi des fois anticiper certaines problématiques qui peuvent nous coûter de l'argent par la suite aussi. Je donne un exemple, des pentes où il y a du dynamitage. L'urbanisme va essayer de faire l'élévation du bâtiment, vérifier est-ce qu'on est assez loin, par exemple, d'une pente ou assez loin du roc, par exemple. Qu'est-ce que ça implique si on est Qu'est-ce que ça implique? L'architecte est là vraiment pour nous donner une volumétrie et un concept, nous bâtir vraiment mettre notre idée sur plan, et l'urbaniste est là aussi pour vérifier si tout fonctionne en arrière avant qu'on présente à la ville. Puis, dis-moi par la suite, quand l'arpenteur, tu disais, et l'urbaniste, vous
vous communiquez entre vous, des fois pour améliorer certains de vos plans. Moi, j'ai l'habitude de voir ça, c'est normal. Oui. Des fois, l'urbanisme a fait les plans avant l'arpenteur. Dans certains cas, c'est à l'envers. Dans certains cas, l'arpenteur a travaillé avant l'urbaniste. Et le fait que l'urbaniste travaille après, bien, l'arpenteur est obligé de corriger certaines choses parce que finalement, l'urbaniste a amélioré, changé ou qu'importe, tout dépendamment de ce que le développeur ou le constructeur voulait faire. Quand ça, c'est fait et qu'on a une étude préliminaire en quelque part, un plan préliminaire à déposer auprès de la municipalité. On parlait aussi de la communication que l'urbanisme a avec l'urbaniste directement de la ville parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne dépose pas une étude préliminaire au CCU directement. Non. C'est qu'on a, premièrement, des rencontres préliminaires avec l'urbanisme de la ville. Certaines villes ont des bureaux spécifiques pour ça. Oui. Il y a des villes où est-ce que c'est un seul urbaniste, donc on attend notre tour, on prend rendez-vous, etc. Mais il y a des villes, comme je donne un exemple, la ville de Saint-Jérôme, ont un département spécifique pour ça. Il y a des villes où il y a un urbaniste une fois ou 2 semaines. Exactement. C'est plus difficile de joindre. C'est plus difficile. Fait que c'est pour ça que c'est bien de commencer à s'y prendre le plus tôt possible pour pouvoir atteindre aussi nos objectifs quand on est un développeur. Exact. Quand on fait toute cette petite première démarche en tant que développeur avec le plan préliminaire, le plan d'arpenteur et qu'on a une ébauche en quelque part et qu'on rencontre l'urbaniste. Toi, Margot, en tant que professionnelle de l'urbanisme, quand tu rencontres les municipalités, ton rôle, là, si je comprends bien, c'est de venir un petit peu faire un communicateur entre la ville et entre le développeur pour pouvoir aussi acheminer les besoins des développeurs. Parce qu'il faut pas se le cacher, les développeurs ont aussi beaucoup de soucis quand ils font du développement, puis ils ont beaucoup de défis aussi, surtout monétaires. Oui. Parce qu'eux sont là pour développer un terrain, l'optimiser. C'est bien beau qu'ils veulent respecter aussi les normes, les marges et toutes les réglementations, mais des fois, le projet ne fonctionne pas. Oui, ou des fois, les demandes sont too much. Exactement. C'est trop, puis on arrive à une non-rentabilité à cause de détails architecturaux ou de petits éléments supplémentaires. Exact. Toi, quand tu rentres dans ce processus-là, comment ça se passe? Est-ce que tu fais rencontrer le développeur avec l'urbanisme? Est-ce que tu préfères y aller tout seul? Est-ce que c'est différent par rapport aux municipalités? Chaque municipalité, tu t'y prends différemment parce que dans ton métier, on apprend à jongler avec différentes municipalités, puis on est différents. Différents promoteurs, différents objectifs, différentes villes, différents règlements, différents tout. Il n'y a jamais 2 projets identiques, à moins que ce soit deux sixplex sur 2 terrains côte à côte là, qui vont être pas mal pareils, mais sinon, oui, c'est tout le temps différent. En général, on reste très ouvert par rapport à la municipalité. Nous, ce qu'on veut montrer à la municipalité, c'est que on est une équipe qui est prête à leur présenter quelque chose, qu'on a fait nos devoirs. Donc, toujours avant de rencontrer, moi, quelqu'un m'appelle, je ne vais pas appeler la municipalité le lendemain. Je vais d'abord faire mon travail, c'est-à-dire faire une analyse réglementaire pour savoir où est-ce que je mets les pieds. Je veux comprendre la vision globale de développement. Même si qu'on soit conforme ou non conforme à la réglementation, ça ne change rien du tout. Il faut que je sache c'est quoi les balises, avec quelles balises l'urbaniste que je vais aller rencontrer travaille. C'est quoi, lui, ses contraintes, jusqu'où il peut aller, où est-ce qu'il ne peut pas aller. Pour que je sois en mesure déjà d'avoir ce fameux plan préliminaire et de jouer à Tetris, parce qu'on est des petits professionnels de Tetris, évidemment. Essayer de trouver l'optimisation dans, pas nécessairement, puis il ne faut pas le voir comme quelque chose de péjoratif, j'allais dire une zone grise. Ce n'est pas forcément une zone grise du règlement, c'est que des fois, il y a un élément dans le règlement qui nous permet d'avoir mieux. Par exemple, il nous manque quelques cases de stationnement. Je n'ai pas le droit de les mettre en cours avant, devant le bâtiment, parce que je suis dans du multirésidentiel. Le fait d'ajouter un petit local commercial, alors oui, c'est autre chose. Il va falloir gérer cette rentabilité différemment, mais me permet d'être conforme de ce côté-là. Donc, des fois, ça va faire accélérer la demande de projet. Donc, le fait de regarder l'ensemble du règlement va me permettre de comprendre comment ça fonctionne pour essayer de trouver les petites twists qui n'en sont pas réellement parce que je suis le règlement, mais qui vont permettre aux promoteurs, aux développeurs d'avoir le projet de ses rêves en ayant accordé un petit local de 250 pieds carrés commercial en avant pour, je ne sais pas quoi, moi, une secrétaire ou peu importe, un avocat, etc. Mais il y a une petite nuance aussi que j'aime préciser, c'est aussi l'interprétation.
Un développeur versus un professionnel de l'urbanisme ne va pas interpréter la réglementation de la même façon. Oui. Et l'urbaniste de la municipalité ne va pas l'interpréter peut-être de la même façon que vous aussi. Comment vous jonglez avec ça? Mais alors, ce mot est magique, interprétation. Alors, dans la réglementation en urbanisme, donc l'urbanisme, j'ai hésité à faire du droit également dans mes études. Et l'urbanisme comblait mon besoin créatif de conception et mon besoin légal d'un point de vue réglementaire. Je m'en viens avec la suite. Le point interprétation n'existe pas en urbanisme. Il y a un règlement qui est discrétionnaire, qui veut dire qu'il est à la discrétion de la personne qui est en charge du dossier, à la discrétion des membres du CCU et à la discrétion des membres du conseil. C'est le PIA. Donc, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, quand on vient parler plus de l'aspect esthétique, du terrain, du bâtiment, etc. Tous les autres règlements ne sont pas interprétatifs. C'est écrit en haut de chacun des règlements. Le règlement suivant ne peut pas être interprété. Souvent, ceux qui vont lire les règlements, ils voient des fois des paragraphes d'une phrase qui n'en finit plus, avec beaucoup trop de mots, pour dire quelque chose d'assez simple. L'idée là-dedans, c'est exactement comme un texte de loi, comme un texte de droit, là, si on veut. C'est de venir encadrer ce qui est autorisé, jusqu'à où ça va, quand est-ce que ça s'arrête, les exceptions là-dessus, etc., etc. Tous les mots qui sont dans un règlement d'urbanisme sont soit définis dans la terminologie qui se retrouve dans le règlement de zonage, ou donc on lit, donc dans une ville, un rez-de-chaussée, ça peut être un niveau qui est en deçà de 1,5 mètre du sol. Dans d'autres villes, ça peut être, un rez-de-chaussée peut être jusqu'à un maximum de 1,8 mètre du sol. Donc là, si je veux faire un demi-sous-sol, par exemple, j'ai pas la même implication de cour anglaise, de margelle, etc., mes fenêtres, mes ouvertures, etc. Donc ça, c'est bien important de regarder la réglementation, même dans la municipalité dans laquelle on travaille. Et les autres mots qui ne sont pas définis, c'est-à-dire tous les verbes et les mots courants, on doit utiliser la définition du dictionnaire ou la définition de l'usage courant. Donc, si on fait lire un règlement d'urbanisme à un urbaniste ou à un avocat en droit municipal, il va le comprendre exactement comment il faut le comprendre. Ça, c'est une très belle définition que tu nous donnes, Margot, parce que ça, c'est une question qui vient toujours problématique au niveau des développement immobilier au niveau du terrain, parce que beaucoup de développeurs ne sont pas... Il y en a qui ont énormément d'expérience et avec le temps, ils apprennent, mais il y en a qui commencent leur premier projet d'envergure et puis là vient commencer, ou est-ce qu'ils commencent à s'impliquer plus loin qu'ils le faisaient dans des plus petits projets, ou est-ce qu'ils commencent à aller lire eux-mêmes en tant que développeurs les règlements d'urbanisme. Ils comprennent d'une façon, leur urbaniste leur présente d'une façon, mais moi j'ai déjà vu aussi où est-ce que l'urbaniste et l'urbaniste de la ville ne s'entendaient pas. Moi aussi. Puis ben là, on fait c'est catastrophique de se rendre là, mais ça nous est déjà arrivé dans certaines villes où la personne qui est en face de nous est un agent du cadre bâti, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années. Le but n'est pas de juger du tout cette personne-là, mais dans le sens que, bon, s'ils connaissent bien le territoire, en général, ça va bien. Si ça fait des années qu'ils sont là, ils ont utilisé le règlement de différentes façons. Sauf que des fois, il y a des règlements qui sont moins utilisés. Par exemple, les maisons de chambre. C'est pas ce qui est le plus construit, on s'entend par les développeurs aujourd'hui. Donc, les règlements de maisons de chambre dans les villes, même par les gens qui sont employés par la ville, sont très rarement, quasiment jamais utilisés et appliqués. Donc, ce qui va être compliqué à ce moment-là, c'est que, bon, on en fait la lecture, on dit, OK, on a le droit de faire ceci, ceci, cela, on prévient notre client, on retourne vers la ville et la ville nous dit, non, vous êtes non conforme. Oui, on est conforme. Alors, évidemment, on dit, c'est pas juste non et oui, c'est non, pourquoi? Ils nous expliquent leur point, on explique le nôtre. Et c'est arrivé dans certaines municipalités où on n'arrivait pas à passer à l'échelon du dessus, c'est-à-dire avec un urbaniste conseil qui va lui dire, oui, effectivement, ils peuvent le faire. Donc, quand on est bloqué comme ça, ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a fait un document de présentation qui explique la sémiotique de chaque mot du règlement sur les maisons de chambre. En expliquant l'ensemble, et puis en disant, si à tel endroit, ça ne veut pas dire ça, alors pourquoi il y a cet élément-là en dessous? Ou si à cet endroit, ça veut dire ça, ça fait aucun sens qu'il y ait cet élément-là avant ou après, ou peu importe. Donc là, on vient essayer de travailler finalement, parce qu'on est tous humains, et il y a des... Effectivement, l'interprétation est humaine, donc peut-être que moi, je vais avoir été trop vite, je vais avoir interprété d'une certaine façon. Peut-être que c'est la personne à la ville qui va avoir interprété d'une certaine façon. Une fois que ça a été fait, ça a été transmis à un conseiller parce que la personne en charge ne pouvait pas traiter la demande, étant donné que ce n'était pas une demande urbanistique classique, on va dire, vu que c'était tout simplement des définitions de chaque mot du règlement ou presque, et d'expliquer en d'autres mots ce que ça voulait dire. Donc là, on est passé au-dessus, puis ils nous ont dit « Ah, on est vraiment désolé parce que vous n'auriez pas eu besoin de faire
tout ça parce qu'effectivement, oui, vous pouviez faire ce que vous avez demandé. Donc, c'est simplement que la personne qui nous a reçus en premier a moins utilisé ce règlement-là, était moins familière, puis au lieu d'aller demander ou de valider, parce qu'ils ont beaucoup de dossiers, comme j'expliquais, c'est pas du tout contre la personne, elle en a compris autre chose, donc elle nous a dit, voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce que moi j'en comprends. Donc oui, ça peut arriver totalement. Et puis, dans le pire des scénarios, quand personne s'entend et que ça monte plus haut et que ça s'entend toujours pas, les avocats en droit municipaux vont trancher parce que c'est eux qui vont donner la lecture directe sans interprétation possible du règlement. C'est très intéressant, Margot. J'aime ça parce que tu vois, je pense que pas beaucoup de monde connaissent quelles sont les étapes de quand deux entités ne s'entendent pas dans une situation comme celle-là. Et souvent, ce qui arrive, qu'on est en train de voir, étant donné qu'il y a beaucoup plus de développements qui se font ces dernières années, c'est sûr et certain qu'il y a eu une petite baisse du niveau de la construction l'année passée. Oui. On a senti une reprise au début de l'année 2024. On est en pleine reprise actuellement. Oui. Et l'automne s'en vient dans quelques semaines et on va être dans un boom de développement incroyable. L'année 2025, d'ailleurs, c'est ce qu'on attend. On attend les statistiques où est-ce que l'année 2025 va être une année où est-ce qu'il y aura énormément de développements qui vont surgir et à travers toute la province du Québec avec le grand besoin qu'on a actuellement en développement. Mais on voit aussi un petit côté au niveau des communications entre les municipalités qui vont devenir de plus en plus difficiles. Parce qu'on parlait tantôt de Montréal et on disait Montréal, c'est une grande métropole, donc ils ont plus de dossiers, plus de demandes. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Ils ont plusieurs urbanistes, ils ont plusieurs experts, plusieurs professionnels, mais tu sais, il y a quelque temps, on n'attendait pas autant aussi à Laval. Maintenant, on attend plus. Donc, ce on va voir aussi dans les prochaines années, l'année prochaine, peut-être d'ici 2-3 ans, c'est que la condensation qu'on voit actuellement à Montréal a relâché. Il n'y a plus autant de délais sur l'île de Montréal parce qu'il n'y a plus autant de développement sur l'île de Montréal. Exact. Mais cette condensation est en train de s'en aller dans les régions. Oui. S'en aller dans les régions et on est en train de voir Laval occupé plus que jamais. Exact. On est en train de voir Saint-Jérôme qui commence à être occupé énormément. On voit Terrebonne. On voit aussi la Rive-Sud. Longueuil. Longueuil, c'est devenu quasiment comme Montréal aujourd'hui. Donc, tu sais, tout ça, ça influence, puis ça nous donne en fait une idée de où sont les développements majeurs. Quand on voit une ville qui a un délai d'approbation pour un projet plus long, c'est qu'il y en a beaucoup dans ce secteur-là. Exactement. Et toi, en tant qu'urbaniste, là, on vient de parler un petit peu de comment travailler, l'urbanisme, comment travaille-t-il avec la ville, avec le développeur. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le défi que vous avez à vivre le plus souvent en tant que professionnel de l'urbanisme avec les développeurs? C'est quoi la chose, si tu avais un message à passer qui rendrait ton travail plus facile, Margot, ça serait quoi? Justement, avec le point du délai que tu viens de faire, je te dirais que dans les due diligence, d'aller chercher du délai qui est raisonnable, d'expliquer aux vendeurs, quand on est l'acheteur évidemment, de dire, regarde, là, on est dans telle municipalité, on a contacté la ville, on sait qu'il y a un délai d'attente pour tel type de demande de tant de temps, parce que nous, ça va nous permettre de travailler en collaboration avec la ville pour avoir un projet qui va être approuvé du premier coup. Ça va nous permettre de garantir au client que oui, il peut passer chez le notaire, il peut signer, il perdra pas d'argent. Donc, ce délai-là, des fois, on a des clients, alors peut-être plus dans des petits développements qui débutent un petit peu plus, qui vont donner un délai de 90 jours. Il y a un certain temps, 90 jours, ça marchait très bien. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, le 90 jours. Donc, je te dirais, au niveau des promesses d'achat, le délai est quelque chose de très important. Alors, je comprends que, évidemment, quand il y a plusieurs offres, c'est le délai qui fait en sorte qu'on est capable de l'avoir. Il y a le délai, puis tu vois, ça, c'est un challenge aussi pour nous, les courtiers, hein? Parce que nous aussi, c'est nous qui sommes en arrière de tout ça, et où est-ce qu'on doit venir amener l'information au vendeur et aussi donner aussi assez de temps pour que l'acheteur puisse travailler justement avec les professionnels comme toi. Mais il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. 90 jours, c'est vrai qu'il y a quelque temps, tout le monde travaille sur du 90 jours. C'est sûr et certain que 90 jours pour un dossier de construction d'un 24 logements, c'est en masse.
Oui, même oui. aujourd'hui. Oui, clairement. Mais si on parle d'un dossier de 250 portes, avec ouverture de rue, compensation des milieux c'est humides au sûr ministère. que là, 90 bref, jours. Rentrez le ministère dedans, puis il vous faut à peu près 6 ans. Non, je Mais tu plaisante, sais, moi, mais ce que je fais, c'est quoi long. ma solution en tant que courtier avec les dossiers comme ça, où est-ce que mes clients ont besoin de plus de temps? Parce que justement, ils vont impliquer des urbanistes, ils vont impliquer des architectes, ils vont impliquer aussi des études de marché. Donc, il y a de l'argent qui va être dépensé. Oui. Ce que moi, j'ai comme solution, c'est que je propose une double vérification diligente. Soit qu'on fasse une vérification diligente standard, mettons de 90 jours, avec une option de renouvellement. Mais l'option de renouvellement, c'est-à-dire soit un deuxième 90 jours ou une option d'extension avant. Tu sais, j'attends pas que le 90 jours arrive puis je dis OK, là, le client veut extensionner. Des prix à court parce que... T'es pris à court parce que si tu as une offre d'achat qui rentre entre-temps, ben le vendeur va dire bah, je veux plus y donner son temps. Mais l'acheteur a dépensé de l'argent, dépensé des sous. Donc, ce que je fais d'emblée, je connais mon projet que je vends dès le début, je sais quels sont les défis, combien de portes on doit développer, 250 portes par exemple. Bien, ce que je fais, c'est que je donne 90 jours par exemple et le 90 jours, je donne tout de suite une option d'extension à partir du 90e jour. Par contre, j'ai besoin d'avoir des preuves qu'il y a eu des avancements avec les professionnels. Oui. C'est pas l'acheteur m'arrive le 89e jour à 10 heures le soir, 2 heures avant l'expiration, me dit « Ah, ben Sophia, on n'a pas eu le temps. » Non, il faut que l'acheteur puisse me montrer que dans les 90 jours, il a vraiment travaillé. Il a fait ses devoirs. Exact. Il a fait ses devoirs et que l'urbanisme a eu des discussions avec la ville et qu'ils sont rendus où, tu sais? Oui. Alors là, on peut utiliser l'option d'extension qui est déjà négociée dans la promesse d'achat acceptée. Éviter la concurrence de d'autres acheteurs, donner le temps aussi à l'acheteur de travailler et aussi savoir que cet acheteur-là, ben, il paye les professionnels, donc il ne veut pas perdre son argent. Il y a cette option-là que j'utilise quand même souvent, mais il y a d'autres options aussi, où est-ce qu'on est capable de démembrer la vérification diligente. Exact. Et où est-ce qu'on est capable de laisser l'acheteur lever certaines conditions, avancer, ce qui va le faire commettre en quelque part, et on laisse des conditions à être réalisées, dont, par exemple, un avis préliminaire de la ville, une acceptation au CCU, et qu'on les sort de la vérification du genre. Exact. Donc, il faut, en tant que courtier, nous, qu'on puisse connaître comment travailler ces paramètres-là pour pouvoir laisser le professionnel travailler. Parce qu'en quelque part, Margot, si toi, tu travailles avec la municipalité et que tu trouves une solution, c'est bon pour moi, c'est bon pour le vendeur, c'est bon pour l'acheteur. C'est un travail d'équipe. Oui, oui, totalement. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, ben, les gens vont avoir une impression qu'il y a un ralentissement du côté de l'acheteur ou le vendeur est un petit peu, bon, ben, il prend trop de temps. C'est sûr et certain que le délai n'est jamais dans les mains de l'urbaniste, ni de l'acheteur, ni de l'architecte. C'est toujours... Ni même de la municipalité. Ni même de la municipalité, parce que même eux, ils ont énormément de dossiers, puis il faut qu'ils passent tout le monde. Fait que c'est un travail d'équipe où est-ce qu'on devrait vraiment plutôt avoir un autre type de négociation quand on est dans des projets prêts à bâtir, ou est-ce qu'on veut faire vérifier certaines choses, ou quand on est dans un projet à développer complètement. Exact. Il faut être ouvert d'esprit, puis de comprendre que ces professionnels-là qui vont rentrer dans le dossier, ben ils sont là pour que le dossier close. Exact. Donc, toi, par rapport à tout ça, est-ce que tu as des choses que tu as vues que tu penses qui arrivent trop souvent avec les développeurs et que tu aimerais peut-être révolutionner un peu dans ton travail de tous les jours? Je te dirais que les mentalités générales des développeurs, des promoteurs actuels sont vraiment en train de changer. Bon, on change un peu de génération là, de développeurs. On s'entend qu'on parle, bon, il y a vraiment tous les âges là, mais on est dans une nouvelle génération, mettons, de développement. Parce que les délais sont longs, comme on en a parlé, parce que les villes, c'est plus compliqué, parce que tout un tas de choses, et puis parce qu'il y en a certains qui ont pris leur retraite bien méritée aussi. Et c'est correct. Donc, ce qui fait en sorte que il n'y a pas vraiment d'irritant, je te dirais, d'un point de vue de nos clients. Bon, évidemment, on court après le temps, comme vous courez après le temps, parce que le temps, c'est de l'argent, et qu'en immobilier, faut gauler, comme on dit, faut y aller. Donc bon, ça c'est toujours le petit élément un peu plus dommage. Je te dirais que c'est ce qu'on a parlé au début d'inclure l'urbaniste rapidement dans le processus va permettre d'enlever cet irritant-là. Parce que des fois, on a des clients qui nous appellent le mardi, ils me disent oui, il faut que je dépose un dossier pour le CCU le lundi. Mais en fait, j'ai d'autres clients, j'attendais pas ton appel, vois-tu. Je travaille, moi. Je ne peux pas rentrer ça dans un laps court de temps comme ça. Je connais même pas le dossier. Il y a beaucoup de vérifications à faire. Puis j'irai pas apposer le nom de mon entreprise et mon nom sur un document que je suis à moitié pas sûre parce que je l'ai fait vite, parce que c'était dimanche soir et qu'il fallait vite remettre.
Donc ça, je te dirais que oui, effectivement, la prise en compte des professionnels, puis que ce soit urbaniste, architecte, arpenteur, etc., en immobilier, on prend toujours des risques. C'est à savoir à quel point on est capable de tolérer le risque et quel niveau de risque on est capable de tolérer. Si on a des clients qui sont, souvent, ça va être plus des débutants dans le développement, qui vont avoir ce comportement-là de dire « Ah, mais là, c'est que, attends, si on passe à l'étape 2, ça va me coûter tant, mais j'ai toujours pas de validation et je suis garantie de rien. » Tu seras garantie de rien jusqu'à la fin. C'est ça, le risque, en fait, en immobilier. Donc, jusqu'à l'obtention du permis et encore. Et encore, oui, et encore. Et donc, là, c'est de leur... Nous, notre rôle aussi, c'est de leur expliquer gentiment et puis en toute honnêteté, de dire, regarde, ça fait partie de ton travail et toi, ta gestion de stress et de risque à apprendre à faire. Je te dis pas qu'il faut que tu le fasses, je te dis pas qu'il faut pas que tu le fasses, mais je peux pas décider à ta place et on en est à cette étape-là, il va rester encore tant de vérifications à faire, etc. Donc, des fois, on est beaucoup aussi dans l'apprentissage, si on veut, ou le leg d'informations sur les processus à la ville. Puis, le point dont on discutait avant, c'est que si, mettons, effectivement, les délais peuvent être plus longs, et effectivement, l'offre d'achat peut être montée de façon à ce que ce soit avantageux pour tout le monde et que tout le monde soit gagnant à la fin. Il y a une petite chose à faire assez rapide, c'est que pour les développeurs qui ont déjà développé et qui travaillent déjà avec urbanistes, architectes, arpenteurs, etc., même s'il n'y a pas d'urbanistes dans le secteur, appelez votre architecte et demandez-lui, moi je veux développer à tel endroit, dans tel arrondissement de Montréal, à tel endroit, dans tel quartier de Laval, je veux développer en région. T'as-tu déjà développé là-bas, ça a pris combien de temps? Ça fait combien de temps que tu as fait ce développement-là? C'était il y a 5 ans, puis on peut plus se baser là-dessus parce que tout a changé. Ou c'était l'année dernière, puis ça a pris 3 mois, puis je sais que mon 3 mois, il est bon. Donc, avant de rédiger, par exemple, l'offre d'achat ou peu importe avec le courtier, c'est un appel qui coûte rien, qui prend 5 minutes, personne va facturer personne. Et des fois, on a des réponses plus vite qu'on voulait et on se dit, je vais pouvoir réduire ce que je pensais lui donner 1 an. Puis finalement, j'ai eu la réponse de mon architecte ou de mon urbaniste qui me dit qu'en 6 mois, je vais avoir une validation, ne serait-ce que préliminaire, si ça suffit évidemment aux développeurs. Ce qui est bien aussi, c'est de travailler avec les professionnels comme l'architecte, l'urbaniste qui travaillent dans la municipalité où est-ce qu'on va développer. Exactement. Ça, c'est très important parce que moi, j'ai vu des développeurs un petit peu old school, c'est vrai, oui. Puis qui travaille avec le même urbaniste depuis 25 ans, mais son urbaniste a toujours développé sur la Rive-Nord, puis maintenant, il veut aller développer en Montérégie. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Puis, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est correct parce que c'est mon urbaniste, il me connaît. Il n'y a pas besoin de te connaître toi, il a besoin de connaître les municipalités. Exactement. Et les gens qui y travaillent. Exactement. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, mais les gens qui travaillent, vous êtes tous dans le même domaine. Quand vous travaillez, vous, avec votre équipe, avec l'urbaniste d'une municipalité, oui. Vous êtes dans le même domaine, vous avez un jargon, vous avez une facilité de vous comprendre. Ça, c'est un détail, je pense, qui est important. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est extrêmement important, effectivement. Tu sais, le fait d'être négociateur, traducteur, là, que j'ai expliqué, c'est exactement ça aussi. C'est que, puis notre rôle à nous, ça, c'est pas nécessairement tous les urbanistes privés qui vont avoir cette position-là. Donc, je vais parler pour moi, mettons, je vais pas faire une généralité. Mais ce que je trouve de très important aussi, c'est de pouvoir, et puis sans prétention, éduquer mon client. C'est-à-dire que si, par exemple, je discute avec la ville, qu'on a le même jargon, etc., qu'on se comprend vite, on va vite aller à l'essentiel, vite aller chercher les informations qu'on a besoin. Mais si je comprends rapidement que cet urbaniste-là, il me dit que cet élément-là, c'est sûr que ça va accrocher, il va y avoir un problème, ou il faudrait qu'il puisse compenser avec autre chose tel que ça. Moi, mon rôle, c'est d'aller traduire ça à mon client, mais de lui faire comprendre que si tu le fais pas, il y a des chances que ça passe pas. T'as-tu du temps à perdre? En ce moment, est-ce que tu es en processus d'achat? Tu veux finaliser ton achat pour ta rentabilité? Est-ce que tu préfères qu'on s'obstine, entre guillemets, avec la municipalité pour faire passer cet élément-là, qui est un détail, plutôt que de leur donner une contrepartie c'est un peu du donnant-donnant, là, si on veut, pour être capable d'avoir une acceptation beaucoup plus rapide. Et effectivement, de parler le même chinois, ça aide beaucoup à comprendre le mandarin. Définitivement. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, Margot, parle-nous un peu des projets sur lesquels tu as travaillé, puis c'était quoi les objectifs de tes clients, surtout quand les développeurs viennent vous voir avec Projet Urba, c'est quoi leurs objectifs en général, puis c'est quoi les projets les plus importants ou peut-être ceux que tu as eu le plus de défis que tu aimerais peut-être nous parler aujourd'hui? Oui.
Ben, en fait, on a une variété de clients qui est quand même très grande. On a du petite envergure, des triplex, par exemple, dans des quartiers à Laval, à Montréal, qui vont être plus difficiles. Donc là, pas parce que c'est une grosse habitation qu'on nous appelle, parce que c'est dans un milieu un petit peu plus contingenté, donc on essaye de faire avancer les choses. Puis, un autre élément aussi qu'on n'a pas précisé, mais le fait de faire appel à un urbaniste privé qui a l'habitude de travailler dans différentes municipalités ou dans la municipalité qu'on a choisie, peu importe, il a des contacts à la ville. Il ne va pas passer par urbanisme@villedemontréal.ca. Il va aller directement à la personne pour déposer le dossier. On va gagner un peu de temps aussi avec ça. Donc ça, c'est quand même important. Mais les différents projets, nous déjà, on travaille sur l'entièreté du territoire québécois. On a fait quelques petits projets en Ontario, mais on travaille vraiment partout. Pour donner une idée en chiffres, là, on est à un peu plus de 7500 portes autorisées au Québec en 4 ans. De différents clients, évidemment, ça va de soi. Puis quand je dis porte, ça peut être commercial, industriel ou résidentiel. Là, c'est juste un grand chiffre pour aller plus vite. Là, on peut rentrer dans des détails plus tard. Mais globalement, c'est à peu près ça. Et en fait, faut savoir qu'il doit y avoir à peu près un maximum de 500 portes dans la grande région de Montréal. Tout le reste est en région. Parce que la région allait plus vite, comme on en a parlé. Ce qui est plus nécessairement le cas non plus, parce que les processus urbanistiques deviennent plus complexes partout. On peut tomber aussi sur des municipalités qui ont un urbaniste qui manque d'expérience, donc il va avoir du mal à prendre des décisions, du mal à traiter la demande. Donc, c'est pas parce qu'on est dans une petite municipalité que ça va aller plus vite nécessairement, qu'ils vont être moins regardants ou peu importe. C'est vraiment très variable. Donc, faut quand même pas se mettre ça en tête de dire, OK, je vais développer à Saint-Clinclin du Meumeux pour avoir la paix. Non, il va y avoir aussi des règles là-bas, puis des défis, évidemment. Et donc, nous, nos clients, ils sont partout au Québec. Ils ont des objectifs différents. On a quand même, je dirais, une majorité de clients qui veulent développer du logement, je vais dire ce qu'on va appeler aujourd'hui le logement standard. Ce qu'aujourd'hui, j'appelle le logement standard, qui n'est pas le logement standard d'il y a 5 ans. C'est-à-dire que pendant 25-30 ans, on a construit du 4,5 à grandeur du Québec. Il manque de logements familiaux, il manque de logements pour personnes seules. Il faut savoir que quand même, il y a la moitié de la population québécoise qui vit seule ou en couple, sans enfants à la maison. Un 3,5, ça fonctionne. Il y en a qui travaillent de la maison ou qui veulent une autre chambre, oui, d'accord, mais ça reste que c'est quand même des éléments importants. Les villes réclament aussi des logements pour les personnes seules, qui sont vieillissantes mais autonomes, pour les étudiants, donc on comprend qu'il y a un marché au niveau du 3,5 qui est important et au niveau du 5,5 parce qu'il n'y a pas assez de logements familiaux aussi. Donc souvent, en ce moment, ce qu'on va avoir principalement, c'est d'essayer de composer avec ça, d'oublier un peu le 4,5. Je dis pas qu'on n'en fait pas, mais de le mettre un peu plus de côté parce que c'est aussi une concurrence qui est existante sur le marché. Donc quand on veut partir en location ou en vente, peu importe, par la suite de condos ou la location d'unités, on va offrir quelque chose qui est moins courant sur le marché, donc on a une latitude un petit peu plus grande. Évidemment, le programme de la PH Select, de la SCHL et le produit phare de tout développeur qui se respecte aujourd'hui, on va pas se le cacher, parce que ça permet d'aller chercher des points et un financement de façon un petit peu plus facile. Ça n'a pas été mis en place pour rien. On manque de logements. La SCHL, le gouvernement, tout le monde est au courant. Je veux dire, c'est plus caché par personne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui avance. On a un gros problème d'infrastructure de réseau partout au Québec. La note est refilée aux promoteurs qui développent du neuf aujourd'hui. Ça coûte très cher et ça fait en sorte qu'il y a des projets qui verront jamais le jour parce que la rentabilité n'existe plus à cause de ces problèmes-là qui n'ont pas été prévus à l'avance, si on veut. C'est toujours le risque de toute façon partout. Donc, on compose beaucoup avec des clients qui vont avoir ce genre de défis-là. Les défis principaux, je te dirais, c'est les conduites d'aqueduc, d'égouts dans toutes les municipalités. C'est principalement ça. On a des projets qu'on a fait autoriser des changements de zonage. On a eu des autorisations de PIA. Tout le projet est approuvé, mais on n'a pas d'émission de permis parce que l'aqueduc et l'égout n'est pas capable de le prendre. On voit souvent ça dans les Laurentides, où est-ce que la capacité des réseaux est oui. Pas... Parce que les Laurentides, il faut pas se le cacher, c'est un secteur qui est reçu un besoin de développement, mais d'un seul coup, qu'on n'attendait pas du tout, que exact. Les villes même... Puis il y a même des secteurs de développement exponentiel qui n'ont même pas de réseaux municipaux. Ils sont encore sur des puits et les changements de zonage ont été acceptés. Exact. Les permis ont été octroyés, mais parce que les permis, moi j'ai vu ça arriver récemment d'ailleurs, en début 2024, dans les Laurentides, où est-ce que on a eu 2 projets qui ont eu tous les 2
le projet approuvé et ils devaient passer au PIA. Le PIA a été approuvé pour les deux. Au moment de l'émission de permis, la capacité des réseaux était à 258 unités et les projets, si on totalisait les deux, on arrivait dans les alentours de 500 unités. Donc, c'était le premier qui déposait le permis qui l'avait. Et ça, c'est une course contre quelqu'un et contre un élément qu'on ne regarde pas habituellement dans un projet. Donc, imagine, le courtier doit vivre avec cet élément. Pression-là. Cette pression-là. Oui, c'est pas juste un élément. Fois, le courtier peut même pas le savoir, cette chose-là. En tant que courtier immobilier, nous, on est au courant de tout ce qui est négociation transactionnelle, qui est échange entre les parties de notre transaction, mais on n'est pas nécessairement au courant qu'il y a une pression au niveau de la municipalité qui peut te l'annoncer à n'importe quel moment. Oui, on vous a octroyé une capacité des réseaux, mais la capacité des réseaux aujourd'hui a changé. Il y a un autre projet qui est en ligne de mire et c'est le premier qui dépose les permis. Exact. Ça, c'est quelque chose d'incroyable quand même. C'est complètement fou. Puis je te dirais que pour le bénéfice de tous les courtiers du Québec, prenez pour acquis que c'est partout comme ça au Québec actuellement parce qu'il y a des projets de refusés partout. Ouais. On est aussi ça date pas d'hier, mais on est encore dans un processus de changement climatique. On l'a vu au mois d'août, ça a débordé. Beaucoup de gens ont été inondés aussi. Malheureusement, oui. La capacité des infrastructures, même pluviales. Alors, par exemple, Montréal, il y a énormément de combinés encore. Donc, les égouts et le pluvial se retrouvent à la même place. Doivent être traités. Mais de la pluie qui tombe du ciel, elle n'a pas besoin d'être traitée de la même façon que de l'eau notre eau de toilette, on va se le dire. Donc, c'est des coûts. C'est des bassins qui doivent être encore plus énormes. Donc, le fait de diviser, alors toutes les routes qui sont refaites, par exemple, pour nommer Montréal encore, mais toutes les routes qui sont refaites, ils les séparent là. Mais il y en a énormément des routes à refaire, il y en a énormément des conduits à décombiner. Donc, c'est vraiment problématique. Et avec les changements climatiques, on va arriver à ça de plus en plus fréquemment. Parce que là, sans même parler d'une pluie diluvienne ou des chutes de neige incroyables avec une fonte précipitée très rapide au printemps, sans même aller là, les égouts et le pluvial, aujourd'hui, dans quasiment toutes les villes du Québec, il y a une ville que je connais qui n'est pas dans ce cas-là parce qu'ils ont prévu des investissements majeurs depuis plus de 5 ans. Donc, ils arrivent à rattraper. C'est quelle ville? Pincourt. Pincourt. Oui. Très intéressant. Ils ont des gros développements aussi avec la gare de train qui sont en cours, etc. Mais ils ont... Alors, je dis pas qu'ils s'y sont pris à temps, mais ils l'ont fait le plus tôt qu'ils ont vu qu'on allait rencontrer un problème. Versus presque toutes les autres municipalités du Québec attendent. Oh, il y a un débordement. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas juste les municipalités qui sont fautives, c'est que le règlement sur l'environnement et le rejet dans, par exemple, le fleuve Saint-Laurent ou peu importe pour pluvial, a été modifié en 2023. Donc, ce qui met un blâme, si on veut, sur les municipalités, alors qu'avant, elles ne l'étaient pas. Donc, la gestion de ces services-là est très différente. Et là, donc, ils se sont retrouvés comme étant, pas illégales, mais presque, là, hors la loi, les municipalités, alors qu'avant, elles avaient le droit de le faire jusqu'à une certaine... évidemment, avec des paramètres, là, ça va de soi, mais jusqu'à un certain point. Donc, oui, on veut protéger l'environnement. Donc, c'est bien aussi que le ministère pose des actions, mais il faut laisser le temps aux villes de se mettre à jour, parce que c'est des quantités d'argent astronomiques de mettre des infrastructures souterraines à jour. C'est énorme. Je veux dire, Hydro-Québec qui met des lignes électriques, si on a un projet d'envergure, on peut avoir de l'enfouissement à partir d'une certaine longueur, etc. Sinon, on est toujours en aérien. On est au Québec, on a des hivers qu'on connaît, on a des conditions climatiques qu'on connaît. Si Hydro-Québec le fait pas, pourquoi une ville viendrait mettre à jour ses réseaux souterrains en devant creuser le sol? Des fois, il faut exproprier parce que c'est des vieux réseaux qui passent en dessous d'une bâtisse où il faut aller en forage, où ça devient compliqué, il faut maintenir le bâtiment qui est au-dessus. Donc ça, c'est quand même très complexe et c'est un des éléments les plus difficiles. Le deuxième élément, je te dirais que c'est les milieux humides et les milieux naturels. Parce que les terrains se font pas rares, mais ils sont moins présents qu'ils l'étaient. La CPTAQ fait un contrôle sur le territoire agricole. Donc, on vient essayer de resserrer un peu les taux dans les villes et dans les secteurs développés ou dans les villages, municipalités, peu importe, plus vers les centres le plus possible. Évidemment, Montréal n'est pas inclus là-dedans, c'est une île, donc on n'est pas du tout là. Ce qui nous limite, c'est l'eau, point final. Mais à ce niveau-là, évidemment, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont faire du gros développement avec
des terrains qui possèdent des contraintes. Parce que les terrains, les grands terrains disponibles sans contraintes sont beaucoup plus rares. Donc, c'est soit de la contamination, c'est soit des milieux humides, ça peut être une zone isophone par rapport à une autoroute, une voie ferrée ou autre qui va poser des difficultés ou ajouter des coûts. Des défis aussi. Des défis, exactement. Parce que ça peut être un mur coupe-son qui soit installé, mais des fois, il y a des villes qui vont demander une bande de 25 mètres arborée avec des arbres matures, ça coûte une fortune. Des tests de son, etc., du triple vitrage dans les bâtiments, mais plus ça va et plus... parce qu'avant, les zones isophones, mettons, exigeaient 55 décibels et moins dans les habitations, mais plus ça va, plus les villes demandent aussi à ce que les espaces extérieurs soient agréables. Parce qu'on s'entend que les gens ne vivent pas qu'à l'intérieur. C'est sûr. Donc, quand tu regardes par ta fenêtre puis tu as un gros mur coupe-son que tu vois, c'est pas très agréable. Exactement. On a vu ça beaucoup à Montréal, surtout. Oui. Puis on n'a pas le choix de faire avec les autoroutes. Je veux dire, l'Amérique du Nord s'est développée autour de la voiture. Faut accepter que la voiture est encore présente. Faut accepter que les gens sont pas prêts à passer à d'autres modes de transport. Ça va venir, mais ça prend du temps. Le changement est pas dans la nature humaine de façon facile. Jamais. C'est sûr. Donc, c'est toujours bien compliqué à ce niveau-là. Mais principalement, je te dirais que c'est pas mal ça, les défis. Puis les projets qui nous allument le plus, évidemment, c'est les projets d'envergure où on a un développement de quartier avec une intégration des milieux urbains, milieux privatifs, des espaces de vie. Le but, puis, tu sais, quand je te disais la génération a changé de développeur, c'est qu'aujourd'hui, un développeur comprend. Ou s'il ne l'a pas compris, il faut qu'il comprenne maintenant. C'est vraiment important. Il faut absolument qu'on développe un milieu de vie, pas un bâtiment. Donc, il faut que les espaces extérieurs soient traités. Il faut qu'il y ait des espaces intérieurs de traités. C'est pas juste une terrasse sur le toit qui va embellir le tout. Il faut donner un effort supplémentaire pour montrer la bonne volonté. Évidemment, tout ça, ça a un coût et j'en suis très consciente. Mais il faut aussi être en mesure de justifier. On sait qu'il y a une augmentation des loyers, évidemment, comparé au reste du Canada, c'est encore très faible, Montréal, ou même à l'Europe ou ailleurs. Les villes, les grosses villes qui correspondent à Montréal ou au Grand Montréal, on est beaucoup plus cher qu'on paye ici. Mais pour les gens qui avaient l'habitude de payer X nombre de loyers, puis qui avaient X nombre de salaires, ça peut être plus compliqué. Mais il faut arriver à justifier ça aussi dans un service supplémentaire, en fait. Donc, c'est vraiment important de développer des milieux de vie, puis c'est ce qui nous intéresse le plus. Puis évidemment, on a des clients qui sont très ouverts à la discussion, le brainstorming, parce qu'on brainstorm aussi en équipe, évidemment, pour tout le volet urbanistique, mais aussi avec nos clients de dire... Là, on trouve que la conception est bien, mais de ce côté-là, il manque quelque chose. Ou là, c'est un peu trop chargé. Ou est-ce que tu aurais des idées? Est-ce que tu as envie de proposer des activités à tes résidents, à tes locataires, à tes acheteurs, etc. Est-ce que tu veux te démarquer d'une certaine façon? Et on travaille ensemble. Et par exemple, ils ont vu un projet extraordinaire quand ils sont allés à Cuba. Et ils aimeraient bien refaire la même chose. OK, est-ce qu'on peut le faire à l'extérieur? Peut-être pas à cause de l'hiver ici, mais on va l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Et là, là, c'est le côté créatif qu'embarque. Et c'est ça qui est important aussi, c'est d'inclure le client dans le processus. On a des clients qui veulent pas s'inclure et qui nous font entièrement confiance et qui nous disent « Soyez innovantes encore une fois, merci, bonsoir ». Et ils reviennent chercher le permis quand le permis est sorti. C'est correct aussi. Mais quand on a des gens qui nous challengent et disent « J'avais vu ça à tel endroit, on peut le faire », on va essayer de le faire. Fait qu'on essaye tout le temps d'amener des nouvelles choses et puis d'avoir les nouveaux principes un peu urbanistiques d'appliquer, finalement. Moi, j'aimerais ça que tu me parles d'un projet que vous travaillez actuellement, qui vous enthousiasme beaucoup à Projet Urba. Oui, alors, actuellement, d'un point de vue légal... On n'est pas obligé de nommer de nom, non, on peut ça. Parler... exact, mais d'un point de vue légal, c'est ça. Je nommerai pas de ville, je nommerai pas de nom, je nommerai pas de... Bref, parce que tant que c'est pas tombé dans le domaine public, j'ai un secret professionnel à garder. Et effectivement, à ce niveau-là. Mais oui, il y en a notamment un dans une municipalité plus de région, qu'on va dire, qui est vraiment intéressant. Alors, c'est pas un énorme développement. Je pense qu'on est à quelque chose comme 238 unités, donc c'est pas énorme. Pour certains, c'est beaucoup, mais je veux dire, c'est pas les plus gros qu'on a fait. Avec une ouverture de rue, on a un site qui est complètement dévalorisé, mais qui comporte beaucoup de contraintes. Donc, zone inondable, milieu humide... zone inondable 20-100 ans, puis 0-20, donc la totale. Il y a aussi des espèces menacées qui sont là, donc faut gérer tout ça avec le ministère. On a une équipe qui est vraiment super, avec qui on adore travailler. En fait,
on choisit pas nécessairement les autres professionnels, les ingénieurs, etc., avec qui on va travailler. Des fois, le client amène les siens et on va travailler avec eux. Sinon, on va pouvoir référer, mais on prend pas de commission ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas une équipe attitrée. Mais là, en l'occurrence, ça se passe extrêmement bien. Et avec la ville, c'est extraordinaire parce que la ville, premièrement, est une ville qui est toujours axée sur le développement malgré le Covid, malgré l'augmentation des taux, malgré le ralentissement de la mise en chantier. Donc, ça, c'est déjà un énorme point. Et puis, c'est on va dire une équipe jeune à la ville, que ce soit d'un point de vue politique, urbanistique, etc., qui comprennent les enjeux précédents auxquels on n'a pas le choix de faire avec, parce qu'ils sont là, qui comprennent aussi les enjeux futurs et dans quelle situation on se trouve au Québec, c'est-à-dire à dire on n'a pas assez de logements, le commercial, on a des locaux qui sont vides parce qu'ils répondent plus aux besoins nécessaires du commercial d'aujourd'hui, donc faut retravailler tout ça. Et donc, on a eu une superbe collaboration qui doit s'achever là, dans quelques jours, quelques semaines. Donc, on a hâte de pouvoir en parler un peu plus librement. Mais la collaboration à la ville a permis de créer un règlement pour faire un projet en fait particulier, mais sans les règlements habituels de la municipalité, pour pouvoir permettre des mises en commun, notamment des conteneurs de déchets. Alors, ça n'a pas l'air extraordinaire comme ça, mais les conteneurs à déchets sont sur l'emprise publique. Donc, il n'y a plus de gestion privative à ce niveau-là. Il y a tout le tracé, c'est une rue en cul-de-sac. Tout le tracé n'est pas rectiligne. On n'a pas pris la version simple, on a pris la version compliquée pour ralentir la circulation, pour créer des espaces avec des saillies. Donc, les saillies, c'est les trottoirs qui débordent pour que la traversée piétonne soit moins longue et donc plus sécuritaire. Et en plus de ça, ça donne un effet de rétrécissement visuel pour les automobilistes, donc ils ralentissent automatiquement. Bon, on en voit un peu partout, ça n'existe pas depuis hier, mais le fait de les avoir créés, puis là, on est venu en discussion avec le service des génies ou ceux qui vont ramasser la neige l'hiver. Oui. Ouais, mais là, de nous faire des saillies, nous, il faut qu'on zigzague, puis on a tout le temps des angles morts qu'on ne peut pas aller chercher, on fait comment? Ben, on va dire qu'on va compter le ratio de stationnement en fonction de l'hiver. C'est-à-dire qu'on va arriver à un ratio de stationnement bon pour l'hiver. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des cases de condamnés à cause de la neige qui ne peut pas être ramassée parce que c'est trop de la dentelle, comme ils appellent. C'est le fun ce que tu dis, là, Margot, parce que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à cause de ça, tu as réussi à avoir des cases excédentaires pour la saison estivale qui fait en sorte que les citoyens du projet vont pouvoir y stationner quasiment jusqu'à décembre. Exactement. C'est ça. Puis c'est que aux chutes de neige. Donc, c'est pas Montréal, par exemple, le stationnement, c'est 1er décembre au 1er avril parce que c'est une grosse ville, parce qu'il faut gérer, c'est normal. Mais là, c'est vraiment, s'il y a des chutes de neige, ce stationnement-là n'existe plus, point final. Mais ça veut dire qu'à la période estivale, oui, on récupère du stationnement sur rue, donc qui n'est pas privatif, qui est public, qui peut servir au privatif, oui, si jamais il y a un surplus, s'il y a de la visite, s'il y a peu importe, mais qui va aussi servir parce qu'on est juste à côté d'un grand parc bien connu de la municipalité, avec énormément de sentiers qui étaient des fois pas toujours balisés, dans le sens que c'est les gens qui ont créé ce qu'on appelle les lignes de désir, là, qui ont créé ces sentiers-là. Mais ça fait en sorte que les gens qui venaient se promener, et puis qui avaient ce terrain dévalorisé complètement, ils vont pouvoir venir se stationner sur la rue du terrain dévalorisé pour être encore plus proche puis atteindre le parc de façon plus rapide. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis au niveau aussi de tout ce qui est civil, avec l'ingénieur civil, c'est vraiment en collaboration avec la ville. Et on a vraiment quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, dans le sens que la ville est partenaire du projet. La ville porte le projet. La ville nous a demandé de faire une vidéo 3D, alors que l'architecte n'est pas encore dans le projet. On est bien trop en amont parce que c'est un quartier complet, parce qu'on déroge complètement à la réglementation, qu'il faut créer une nouvelle réglementation juste pour ce quartier-là. Donc c'est long comme processus, mais ça reste que la ville nous a demandé de créer un 3D pour le présenter à des audiences publiques, aux citoyens, etc., parce qu'ils sont fiers de la collaboration qu'on a eue et de ce que ça a donné. Donc, puis on a une mixité là-dedans d'usage et d'habitation qui est très intéressante aussi. Donc, c'est sûr que ça... Tu sais, quand on est capable de cocher toutes les cases qu'un urbaniste, mettons, utopique voit à l'école, là, de dire « faut que j'ai de la mixité, des espaces libres, de la sécurité, etc., etc. », c'est sûr que ça, c'est des projets qui sont extrêmement intéressants et qui sont palpitants à faire avancer.
Mais c'est super d'entendre tout ça. Ça a l'air d'un projet super intéressant. On a hâte de voir c'est quoi. Je vous enverrai des petits in quand oui, que je avec plaisir, parce que tout le monde va commencer à se poser des questions. Puis on va sûrement recevoir des questions des internautes sur ce projet-là. Mais écoute, Margot, si jamais on rentre un petit peu dans la conclusion de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, on a traversé vraiment beaucoup de sujets. On est allé vers les défis avec les municipalités, les défis des développeurs, le défi de l'urbaniste aussi, en fait, parce que vous êtes en quelque part un chercheur de solutions. Vous exact. êtes constamment à la recherche de solutions. Je dis toujours à mon équipe, on est des fabricants de miracles. Oui, exactement. C'est pas mal exactement. ça. Faut qu'on trouve le miracle où il n'existe pas. Exactement. Il y a beaucoup de métiers en immobilier qui sont des fabricants de miracles, je pense. L'architecte aussi doit... Le courtier aussi, avec les délais. Avec les délais, la compréhension, l'acceptation. Parce qu'il y a beaucoup de choses en paramètres qui sont en arrière, mais quand vient le temps de parler d'argent, des fois, ça devient toute autre chose. Exactement. Mais comme je te dirais, si on prenait un petit peu les conseils que tu donnerais pour conclure aux développeurs immobiliers, quels seraient les conseils que vous pourriez donner en tant que professionnel de l'urbanisme, mais aussi avec l'expérience de toute votre entreprise de projet urbain? Ce serait quoi les meilleurs conseils que vous pourriez donner? Ben, je te dirais que le premier conseil, c'est toi qui l'as pas mal nommé assez en début de l'entrevue, à savoir contacter plus tôt que plus tard un urbaniste pour savoir si on est capable d'optimiser plus, si on est capable de faire mieux, même si, comme tu le disais, c'est un projet conforme, à moins que on ait un modèle qu'on veut reproduire puis pas se casser la tête et qu'on rentre dans les coûts, c'est parfait. Mais plus tôt que plus tard, premièrement. Et puis, la discussion à la ville. Si jamais vous faites pas affaire avec des professionnels ou que vous êtes un peu plus frileux ou qu'il y a moins de moyens financiers pour faire appel à des professionnels, allez rencontrer vos villes, allez leur parler, prenez un rendez-vous, demandez un rendez-vous avec l'urbaniste, dites-lui que, puis c'est pas parce que vous allez dire à l'urbaniste de la ville que vous êtes intéressé par le lot numéro 6 995 443. Il y a quelqu'un qui va aller vérifier, mais je ne sais absolument pas c'est où. C'est pas parce que vous lui dites que je suis intéressé par ce terrain-là qu'il va aller le dire à toute la municipalité, puis que vous allez vous faire voler votre il y a beaucoup il y a cette crainte-là. Cette crainte-là, on la voit beaucoup. Ces gens-là sont occupés. Ils n'ont pas le temps d'aller radoter et se rappeler du numéro de lot qui leur a été demandé, etc. Allez poser la question de dire qu'est-ce que je peux faire là-dessus. La ville va vous aider à sortir les règlements. Il y a des villes qui vont être très débordées, qui vont vous dire, bah regarde, ça c'est le règlement de zonage, bonne lecture. Si tu fais de l'insomnie, je te le conseille. Ça va pas avancer plus qu'il faut, mais il faut l'essayer. Si vous l'essayez pas, c'est une question gratuite, c'est des fonctionnaires qui sont payés, que vous n'avez pas à débourser d'argent pour eux. La réponse peut être un peu plus longue, donc soyez patient aussi, c'est pas comme un professionnel, mais puis, même si c'est un professionnel que vous payez, soyez courtois, mais malgré tout, c'est pas la même relation qui est à entretenir. Donc d'avoir des belles relations à la ville et de venir, honnêtement présenter un projet. Parce que oui, il y a une raison de rentabilité derrière. Vous faites pas ce métier-là. Une banque ne garde pas notre argent pour ne pas faire d'argent. Définitivement. D'accord? Donc, un promoteur ne fait pas d'immobilier parce que c'est Mère Teresa et qui veut loger toutes les personnes qui se retrouvent sans logement au 1er juillet. C'est son métier. Faut qu'il fasse de l'argent, ça va de soi. Tout le monde est d'accord avec ça. La seule chose, c'est quand vous allez présenter à la ville, que ce soit du côté politique ou du côté urbanistique, allez-y avec réellement vous qui vous êtes, en tant qu'individu, pas en tant que développeur. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. J'ai eu beaucoup de consultations publiques où le développeur restait en retrait parce qu'il nous avait mandaté, on est payé pour faire la présentation, on fait la présentation. Moi, je dis toujours à mes clients, viens avec moi à la ville, viens avec moi rencontrer la ville parce qu'il faut qu'ils mettent un visage sur qui tu es, parce que c'est pas moi qui développe. C'est vrai. Moi, j'ai pas d'intérêt particulier au projet, mis à part faire plaisir à mon client, cocher une case de plus, ok, acceptation, on a rentré encore tant de portes à tel endroit, mais sinon, je n'ai pas d'intérêt au projet, je suis pas partenaire du projet. Donc, si la personne vient se présenter en tant qu'humain, j'ai des clients qui arrivent en consultation et disent « Alors, moi, c'est un tel, je fais du développement depuis vraiment pas très longtemps, mais je me suis vraiment trouvé une passion là-dedans, j'adore l'architecture. » Et ils viennent parler de petites notions où j'ai 2 enfants, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour leur donner un patrimoine et pour m'assurer une retraite confortable. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué. Il y en a d'autres, ça va être, moi, j'ai vraiment, ma mission d'entreprise, c'est vraiment d'enrayer la crise du logement, ce qui est la nôtre d'ailleurs, mais bref, mais d'enrayer la crise du logement au Québec. Parfait. Toutes les raisons sont bonnes. Okay? Il n'y a pas de mauvaises raisons, mais il faut s'ouvrir un peu pour montrer que vous êtes des humains, en fait, et que les humains peuvent se parler en tant qu'humains. Parce que, tu sais, quand on gère, parce qu'on est chargé de projet, donc quand on gère tous les intervenants autour d'une table d'un gros projet, on a
24 intervenants, 24 adultes, c'est une garderie pour adultes, on va se le dire. C'est jamais de la faute de personne, puis c'est de la gestion d'humains. Donc, avec la ville, ça va être la même chose. Prenez-les pas pour des gens incompétents, prenez-les pas pour des gens qui n'ont pas envie de vous répondre ou qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. C'est jamais le cas. Ils sont peut-être débordés à ce moment-là. Donnez-leur le temps. Posez-leur des questions claires. Pas ce terrain, il est intéressant ou pas? Intéressant à propos de quoi? Ben c'est ça, parce que ça, c'est fait partie de la vérification de l'acheteur ou du développeur et non de la ville. C'est sûr et certain que quand on approche une ville, il faut être un peu plus précis sur qu'est-ce qu'on est en train de rechercher, exactement, nos besoins, etc. Puis c'est sûr et certain que plus on va poser des questions comme ça, plus on va faire perdre de temps aux gens qui répondent auprès de la municipalité et moins ils auront de temps à donner pour des vraies questions ou des vrais conseils où est-ce qu'ils devront assister, puis donner du temps sur du vrai développement. Donc, c'est sûr et certain qu'on essaie de moins contingenter les boîtes courriels des municipalités pour des questions qui sont peut-être aussi qu'on peut trouver. On peut trouver nous-mêmes. Il y a beaucoup de réponses qu'on peut trouver nous-mêmes dans les règlements municipaux. Il faut faire attention malgré tout parce que quand on n'a pas l'habitude, meilleur conseil pour les règlements municipaux, si jamais des développeurs veulent aller voir par eux-mêmes, regardez la table des matières. Oui. En effet. Parce que si vous allez tout de suite à tout usage, puis que vous avez loupé l'usage habitation, puis que vous avez loupé la moitié qui va être des contraintes, puis que finalement, votre plan dans votre tête, il va rester dans votre tête, il n'existera jamais, ben, on n'avance pas à grand-chose. Donc, la table des matières, c'est vraiment important pour comprendre comment la ville a découpé son territoire, comment la ville classe les choses. Et puis, ben oui, évidemment que, tu sais, d'être présent ou de regarder en ligne des conseils de ville, de se familiariser avec les termes urbanistiques. Ça va aider quand on veut faire les recherches par nous-mêmes, c'est sûr et certain. Puis on peut aussi assister aux consultations publiques de citoyens. Oui. Ça va nous aider à mieux comprendre les développements qui ont été faits dans le secteur. Moi, j'ai quelques-uns de mes clients qui font ça en tant que développeurs, qui assistent aux conseils, aux consultations publiques et ils regardent c'est quoi les critiques, qu'est-ce qui s'en vient dans le secteur, c'est quoi les critiques, puis ça les aide justement pour leur prochain projet, de se préparer à ça, puis d'entendre aussi c'est quoi les besoins des citoyens. Exact. Parce qu'il y a des critiques, mais aussi des besoins. Moi, j'entends des fois des besoins de rajouter un abribus à côté d'un projet, parce que si le projet va être levé à cet endroit, l'abribus devient trop loin, on attend peut-être 500 portes dans ce secteur-là, donc 500 portes, ça veut dire 1000 personnes. Exact. Donc, tu sais, des choses comme ça qui peuvent aider les développeurs à anticiper les choses sur leur prochain projet. Exact. Et aussi... Puis d'être à l'écoute plus que dans la justification. Définitivement. Les consultations publiques, toutes celles qu'on mène, on présente le projet et ensuite c'est allez-y, dites-moi. Et moi, je fais juste prendre des notes. J'essaye pas de justifier les actions qui ont été prises. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. C'est le voisin en arrière qui trouve qu'il y a un étage de trop. C'est la voisine de rue plus loin qui trouve que justement l'arrêt de bus va être trop minimal. Exact. Donc l'écoute et l'écoute de la municipalité, des citoyens, etc. Ça va être le plus important. Écoutez ce qu'on vous dit. Les municipalités vont vous amener des pépites qui vont vous servir dans l'argumentaire pour présenter votre projet par la suite. Des développements futurs à venir qu'on ne connaît pas encore. Ils n'ont pas le droit d'en parler, ils peuvent pas tout dire, mais ils ont le droit de dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça va être gros, c'est pas du résidentiel, c'est tel type d'usage ou peu importe. Ça peut anticiper aussi la prochaine ouverture de capacité des réseaux. Exactement. Si on sait qu'il y a un projet qui a été déposé pour 500 portes et que nous, on a peur de pas pouvoir faire approuver le projet à cause de la capacité des réseaux, bien automatiquement, bien on peut tout de suite savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Si on a un plus petit projet, un 30 Puis de portes, se mettre en relation avec la personne qui développe. OK, exactement. On peut-tu allonger 200 mètres de plus pour nous? Puis nous, on va payer cette section-là. Les redevances, oui. On va vous aider, mais à notre hauteur, parce qu'on n'est pas aussi gros que vous, parce que X, Y, Z. Exact. Mais oui, c'est l'écoute, puis rester informé de tous les éléments que les villes peuvent amener aussi. C'est vraiment le point le plus important. Oui. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, Margot, d'avoir été avec nous aujourd'hui, surtout pour tous les conseils, les astuces, la façon de communiquer. Puis on a passé à travers beaucoup de petites virgules, je pense, très importantes au niveau de la présentation d'un projet. Et on a aussi beaucoup parlé par rapport à les municipalités puis comment travailler avec eux. Je pense que en tant que professionnel de l'urbanisme, c'est vous les artistes de la communication avec les autorités compétentes. Puis il n'y a pas une chose qui est le plus importante que d'apprendre comment les professionnels de l'urbanisme travaillent pour être de plus en plus accélérés dans les projets pour que les développeurs puissent gagner du temps, mais gagner aussi de l'argent pour
éviter des erreurs qu'on pouvait anticiper avec les professionnels de l'urbanisme. Exact. C'est une très belle conclusion. Ben, merci beaucoup, Margot. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Donc, on remercie Margot Bardot de Projet Urba, professionnelle de l'urbanisme, ainsi que son équipe d'avoir été aujourd'hui avec nous. Merci.